Dernier numéro de kiosque de la semaine. Nous sommes vendredi 17 mars 2023. Madame, Monsieur, merci de nous suivre et de nous rester fidèles. Merci de suivre des analyses pertinentes de nos invités de ce matin. Ils sont à deux. Alors, je m'en vais tout d'abord, Madame, Monsieur, vous présenter le titre de journaux parus dans la capitale ce matin, des journaux que nous avons bien sûr reçus dans ce plateau de kiosque. Nous avons reçu l'agence congolaise de presse ACP, qui a mis à sa une ce matin. Félix Tshisekedi encourage le partenariat entre les universités congolaises et belges. Et puis un autre journal, c'est La Prospérité, qui parle de la controverse autour du communiqué de l'AOFTE sur la proposition de loi Tchani. L'Observatoire américain pour des élections libres, transparentes, condamne cette proposition de loi et la qualifie de discriminatoire. La République décrire Noël Tchani visé par la justice américaine. Et puis Forum des As parle de Nairobi 4. Groupes armés et gouvernements tiendront dans les prochaines semaines une séance de pourparlers de paix dans l'est de la République démocratique du Congo après 3 premières réunions au Kenya. Déjà, la réunion préparatoire écrit Forum des As se tient dans la ville de Naivasha au Kenya, conduite par le haut représentant du chef de l'État chargé du processus de Luanda et Nairobi, professeur Serge Chibango. Voilà, Madame, Monsieur, nous allons ce matin tabler sur cette question de l'Est avec la question d'actualité adressée au Premier ministre par un député national, et le député veut en fait savoir des explications sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo avec l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Analyse et commentaires, c'est donc kiosque. Un autre sujet, c'est le rapport du groupe d'études sur le Congo qui met l'accent sur la façon dont le monde politique influe sur la vie des clubs sportifs ou sur le monde du sport en République démocratique du Congo. Le rapport est intitulé « Jeu du pouvoir, pouvoir du jeu, football et politique en République démocratique du Congo ». Autre sujet, c'est les députés angolais qui doivent décider ce vendredi au sujet de l'envoi des troupes du contingent angolais à l'est de la République démocratique du Congo, avec pour mission de sécuriser les zones de cantonnement du M23. Analyse et commentaires, c'est bien sûr tout au long de ce magazine kiosque. Et nous informons qu'il y a des marches ce matin, d'autres sont autorisées et d'autres non. La marche de Noël Tchani contre l'accès dans le poste de souveraineté aux personnes non congolais des pères et de mères est autorisée. La marche de l'ensemble pour la République à Lubumbashi pour dire non à la vie chère interdite. Il y a une autre marche de l'Union sacrée pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, toujours à Lubumbashi. Alors notre premier invité est là, Monsieur Oscar Moudiaï. Bonjour. Bonjour madame. Je crois que c'est votre première participation en kiosque. Bon, je ne sais pas, avec vous peut-être, mais sinon vos téléspectateurs savent que j'ai été souvent chez vous. Vous avez été chez nous, oui, avec Serge, avec Michel, voilà. Voilà, avec Michel, avec beaucoup d'autres, mais sur ce plateau que je trouve suffisamment bien embelli par rapport à votre ancienne adresse, ce sera la première. Alors voilà. Alors Monsieur Oscar, j'aimerais que vous puissiez commenter par rapport au sommaire que je présentais. Vous avez un point à émettre, un commentaire avant que nous entrions dans les fonds de sujet. Alors je commencerai par la loi Tchani, qui est une loi de souveraineté et que vous avez invoquée, une ONG américaine. Je ne sais pas pourquoi au Congo ça fait actualité par rapport à cette ONG. Je trouve, à mon avis, que la loi Tchani va dans la bonne direction et que quand on vous parle d'une ONG américaine qui trouverait que ce serait une loi discriminatoire, je relève qu'aux États-Unis, pour être président des États-Unis, il faut être né sur le sol américain. Les États-Unis, ce n'est pas le Congo. Ben, parce que c'est vous qui parlez des États-Unis et vous en faites comme un modèle.
quand une ONG américaine parle, le Congo en parle, mais est-ce que quand une ONG congolaise parle, est-ce que l'Amérique en parle? Voyez-vous la question. Donc cela conduit à quoi? Cela conduit à la décolonisation mentale. Et puis je suis heureux que le président de la République actuelle soit dans une dynamique de la décolonisation mentale. Vous avez vu son discours vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Il ne s'est pas courbé, il est resté debout parce que nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Donc la loi Tchani n'est pas une loi qui est, à mon avis, discriminatoire, parce que toute loi, si vous voulez, toute loi est quand même discriminatoire. Parce que quoi? Vous prenez, pour être candidat à président ici au Congo, il faut une caution de 100 000. C'est ce qu'on appelle un vote censitaire. Est-ce que tout le monde a 100 000 $ pour pouvoir devenir président? Moi, je peux vouloir bien devenir président, mais je n'ai pas 100 000 $. Mais peut-être ceux qui crient à la discrimination, ah non, pourquoi ils ne disent pas que c'est discriminatoire et se refusent de se porter candidat aux élections? Parce qu'il y a discrimination pour exiger les 100 000 $. Ils en payent facilement. Et pourquoi ils payent les 100 000 $ facilement? Parce qu'ils en ont détourné pour avoir été au pouvoir. Et si on fait l'audit, on comprendra que ceux qui ont dirigé hier sous la Deuxième République, sous Kabila, où il n'y avait pas, comme actuellement, l'impunité non caractérisée, parce que là, vous savez que depuis, au Congo, on a le président de la République actuelle, avec l'IGF, prône l'absence de l'impunité. Donc, mais à l'époque, on pouvait allègrement détourner l'argent, et ceux qui vous donnent les 100 000 aujourd'hui, il faut se demander où ils tirent ces 100 000 $. Donc, je considère que c'est aussi une discrimination. Je note pour ce qui est l'essentiel, et que quand aux États-Unis on tue les Noirs, il n'y a pas des ONG qui en parlent. C'est une discrimination. Ok? Vous savez bien que... Alors vous êtes contre l'intervention de cette ONG, ça s'en prend. Elle est sans objet, inutile d'en parler même, parce mais que sinon, c'est discriminatoire ou pas, est-ce que ça change en quoi? Ça a fait évoluer le Congo en quoi, cette loi? Ça fait énormément évoluer le Congo. Pourquoi ça fait évoluer le Congo? Ça va faire taire les armes à l'Est, ça va changer écoutez, la vie chère de Congolais. L'État ne doit pas vivre sous la pression. Quand on vote des lois, c'est pour préserver la vie nationale, non seulement pour nous-mêmes, mais pour des générations futures. Aujourd'hui, si vous admettez qu'un président qui soit issu, pas totalement des pères et des mères, soit à la prédestinée de notre destin à la tête du pays, il peut arriver, parce que avec ce que l'AFDEL nous a amené comme malheur dans ce pays, aujourd'hui nous avons des enfants qui sont nés de Kadoko, donc des petits soldats rwandais. Ces enfants sont de pères ou de mères rwandais. Et dans une guerre d'agression comme celle-ci, où nous savons que c'est les Rwandais qui nous agressent, alors si vous avez à la tête du pays un président dont le cœur bat tantôt au Congo, tantôt au Rwanda, on peut se demander... il va choisir, son cœur va choisir du côté rwandais, parce que quand au Congo, il fera choix du côté rwandais. Vous savez que contrairement aux Congolais, les Tutsis, précisément les Tutsis, ils éduquent leurs enfants le biberon pour leur apprendre l'amour du Rwanda, et cet amour du Rwanda qui s'est défini, un amour négatif, qui s'est défini par la conquête du Congo pour s'approprier des territoires. Ces gens se préparent jour et nuit pour nous contrôler. Et à l'étranger, en France où j'évolue, quand il y a eu la guerre de l'AFDEL, on a vu les Rwandais se cotiser pour soutenir leur armée. Donc ces gens ont un esprit belliqueux, et le malheur que nous avons au Congo aujourd'hui, c'est d'avoir cohabité avec des gens qui ont un esprit de génocidaire. Nous, on n'avait pas connu des histoires de poison, on n'avait pas connu qu'on peut tuer, mais un Rwandais, il tue facilement tout en rigolant. Alors nous aussi, nous devons éduquer nos enfants dès le bas âge. Nous devons éduquer nos enfants. Effectivement, madame, nous devons éduquer de maternelle nos enfants à pouvoir se protéger, sachant que nous avons un territoire convoité. Et nous devons, d'ailleurs, en dehors de la loi Tchani, il faudra que, avant examen d'État, tout jeune qui arrive à 18 ans fasse une formation militaire
pour être à même de sauver le pays. Ailleurs, comme en France, vous savez, vous avez la journée citoyenne où les enfants vont avoir une formation. Il y a des pays comme l'Algérie où, quand on atteint 18 ans, on doit faire nécessairement une formation militaire. Comme nous sommes un pays qui est convoité, qui est continuellement agressé par des voisins belliqueux comme le Rwanda, nous devons avoir une réserve et former nos jeunes à être prêts au combat, comme maintenant vous le voyez avec l'Ukraine. Voilà, donc la loi Tchani n'appelle pas, comme certains juristes, évidemment les juristes, devenus juristes au soir de leur vie, ils découvrent les droits et ils vous disent que pour que la loi Tchani passe, il faut la révision constitutionnelle. Non, c'est faux. La loi Tchani n'appelle pas une révision constitutionnelle. Merci, M. Oscar Moudiaï. Water Kouy nous a déjà rejoint dans ce plateau des kiosques. Bonjour Water. Bonjour Madame Gisèle et bonjour à Monsieur Moudiaï. Alors, ce n'est pas le sujet à la une, c'était juste la lecture de journaux, mais il a quand même donné son point de vue par rapport à cela. Je ne sais pas si vous allez mettre un point de vue ou on doit passer au premier sujet. Oui, par rapport à ce qu'il vient de dire, je pense que cette loi apportera plus de problèmes que des solutions. Pourquoi? J'aurais tenu une chose quand M. Macron était ici. Il a dit que nous n'avons pas été capables de réinstaurer l'autorité publique sur l'ensemble du territoire. Il faut d'abord commencer par ça. Parce que je peux même me poser moi-même la question, est-ce que tous ceux qui trahissent, tous ceux qui volent les biens publics, ce sont des gens qui ont double nationalité? Je ne pense pas. Tous ceux qui ont géré ce pays, tous ceux qui ont été à la tête de ces pays, c'était des gens qui avaient un parent étranger? Non. Kasavubu, Mobutu, Mzee, Kabila fils et aujourd'hui Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y a eu trahison? Je ne sais pas. Chacun peut se faire sa religion. Mais s'agissant de cette loi, moi je pense qu'elle n'est pas encore, elle est inopportune au jour d'aujourd'hui. Il faut, à mon avis, réinstaurer l'autorité publique sur l'ensemble du territoire, réorganiser notre administration. Parce qu'un Rwandais, un Ougandais qui file la frontière par le nord ne vient pas corrompre un président de la République pour passer la frontière. C'est l'agent de l'État qui est là-bas à la frontière. Un agent des douanes qui fait passer des armes quelque part, il ne reçoit pas l'ordre d'un président de la République. C'est à partir de là. Il y a un problème sérieux qu'il faut revoir, c'est la réorganiser plutôt notre État. Nous assurer que nous avons une bonne administration parce que si l'administration fait son travail, je crois que tout le reste passera sans problème. Aujourd'hui, personne n'a peur de la loi. Il a cité le cas de la France, mais Sarkozy n'était pas de père et de mère français. Est-ce qu'il a travaillé pour le pays d'origine de son père? Non. Il a travaillé pour l'intérêt des Français. Je peux aller chez Obama, son père était kenyan. Est-ce qu'il a travaillé pour l'intérêt des Kenyans ou de l'Afrique? Non. C'était l'Amérique d'abord. Et c'est comme ça. Là où les lois sont au-dessus de tous, même si vous prenez un homme, un étranger, vous le mettez là, il aura peur des lois, il n'osera pas poser un acte qui va contre le pays qu'il est en train de servir. C'est ça. Le problème, c'est les lois, ce n'est pas de personnes. Le problème, il faut que nous ayons un État assis, un État sérieux, un État avec des lois qui inspirent la peur de ceux qui vivent sur ce territoire-là. C'est de cette façon-là qu'on va résoudre ce problème-là. On pourra trop redire sur la loi Tchani, à mon avis, ce n'est pas d'abord là le problème. Tous ceux qui fraudent, tous ceux qui prennent des cartes d'électeurs aujourd'hui, est-ce que c'est le président de la République qui les laisse? Est-ce qu'on peut dire que le président est en train de trahir tous les sujets étrangers que vous avez vus qu'on a accusés être détenteurs désormais des cartes de la CENI, livrées par la CENI? Est-ce qu'ils les ont pris avec l'aval des autorités au plus haut niveau? Non. C'est notre administration qu'il faut revoir et ainsi, on pourra rebâtir un pays fort et un pays qui inspire la peur aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Il a aussi parlé d'un problème de pillage ou quoi. Moi, je pense que dès au jour d'aujourd'hui, ou depuis 2019, moi, par exemple, je me suis fait une autre religion. Je peux aujourd'hui dire qu'aucun acteur politique au Congo, aucun regroupement politique ne peut dire que nous sommes un regroupement de saints.
Pourquoi? Le procès 100 jours nous a démontré que, aussi bien du côté des kabylistes que de l'autre camp, il y a des brebis galeuses. Il y a aucun Qui les sein. jaloux, mais au jour d'aujourd'hui, vous apprenez qu'il y a des détournements des deniers publics. Ça ne s'est pas arrêté sous Kabila. Il y a des procès, oui, mais qu'on me dise aujourd'hui, combien sont en prison pour le procès 100 jours? Combien? Personne. Personne aujourd'hui. Tous ceux qui avaient arrêté pour ce cas sont dehors. Est-ce que l'argent dépensé, on parlait de 400 millions de dollars, a été géré selon les règles de l'art? Chacun sait comment ce procès s'est évanoui. Chile Gelou, j'en ai parlé. Et il y a quand même la volonté de mieux faire, mais ça ne suffit pas. Il faut faire la pression. Raison pour laquelle je suis parmi ceux qui ne seront pas là pour applaudir. Oui, vous avez fait quelque chose. Je réclame encore que, Monsieur le Président, régime en place, ça ne suffit pas. Vous devez faire mieux parce que ce pays est encore dans le tout. On doit poser beaucoup plus d'actions pour qu'un jour nous puissions dire, maintenant ça y est, si on commence à applaudir maintenant, je pense qu'on ne sera pas loin. Parce que vous voyez, à chaque jour, l'IGF, tous ceux qui font les enquêtes révèlent qu'il y a encore des couacs, il y a des gens qui continuent de piller comme on le faisait sous Kabila. Alors, ça ne sert à rien cette histoire de père et des mères, comme vous venez de le dire. Non, c'est quelque chose qui a une visée, une simple visée. Parce que je le suis à chaque fois qu'il fait une sortie médiatique, Noël Tiani, quand il parle, vous sentez qu'il vise une personne. Je n'ai rien ni contre Noël Tiani, ni contre Moïse Katumbi, qu'il a l'habitude de citer par d'autres mots. Mais je pense que nous devons d'abord réinstaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, réorganiser notre administration. Parce que la pièce d'identité, les gens oublient. Ailleurs, et même ici, c'est là où, c'est dans nos communes que nous l'avons. Parce que quand vous avez votre enfant qui naît, vous allez prendre l'acte de naissance. C'est cet acte-là qui permettra à votre enfant demain de prendre la nationalité congolaise. C'est à partir de là. C'est à partir de la commune. Ce n'est pas au ministère de la Justice ou aux Affaires étrangères où on va chercher le passeport. Or, aller dans toutes nos communes ou pour nous qui avons évolué en province, est-ce que le poste de l'État qui existait en son temps fonctionne encore au jour d'aujourd'hui? C'est là qu'il faut commencer et non par la tête. Voilà, mais curieusement, les gens s'étonnent, la marche a été autorisée, mais entre-temps, une marche contre la vie chère a été interdite à Lubumbashi. Non, bon, Lubumbashi, c'est une autre marche, mais ici, c'est la loi de Noël Tiani. Je me rappelle, au temps de Kabila, vers les années 2017, j'ai parlé avec un haut cadre de la police qui me disait que l'État, par la police, dépensait plus de moyens à réprimer des marches que quand on autorisait des marches. Laissez les gens manifester. Ils ne vont pas manifester chaque jour, c'est ce qu'on oublie. Mais on a wengetisé la vie politique, ce qui fait que, non, si on les laisse, ils feront le plein. Alors on doit étouffer qu'ils ne fassent pas le plein. Non, laissez les opposants, qu'ils marchent, ils ne le feront pas chaque jour. Mais dans l'ordre. Hein? Laissez Fayoulou, laissez tous ces opposants-là marcher chaque jour. Je mets quiconque à défi. Ils ne vont pas marcher chaque jour. Ils vont se fatiguer. Ils vont s'essouffler. C'est tout. Voilà. Alors, il y a une initiative à l'Assemblée nationale, une question d'actualité. Adressé au Premier ministre par rapport à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Semble-t-il la situation est mal gérée par le gouvernement. Quelle analyse vous faites de cette situation, de cette initiative? Bon, avant de répondre à votre question, vous souffrirez que je puisse répondre à mon co-débatteur. Déjà, je précise que mon nom c'est Moubiaï et non pas Moudiaï. Merci. Désolé, parce toutes mes excuses. Il ne faut pas écorcher mon nom. Moubiaï. J'y suis très attaché. Et une fois que l'on a dit ça, selon mon co-débatteur, il considère que la loi Tiani est inopportune en ce que celle-ci viserait une personne que l'on a citée. Bon, je pense que, en ce qui me concerne, mon co-débatteur doit comprendre d'abord ce que c'est la fonction d'un chef de l'État. Quand on a compris ça, le chef de l'État, c'est celui, le président de la République, c'est celui entre les mains de qui nous, Congolais et Congolaises, nous confions notre destin. Et donc, comme on dit, les poissons commencent par pourrir par la tête.
Donc, si on a, lui, il a une approche où il faut commencer par la base vers les sommets. Moi, je pense qu'il faut commencer par les sommets pour imprégner la dynamique vers le bas. Donc, je pense que les fonctions du chef de l'État ne sont pas des fonctions comme tout autre. Et cette loi, j'aurais bien voulu qu'on discute sur le plan des droits, en quoi elle serait discriminatoire, en quoi elle exigerait la révision constitutionnelle. Quant à ce qui concerne l'intervention de Macron, où on considère qu'il nous faut pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut décoloniser nos mentalités. Quand on regarde la guerre de l'Est, parce que nous allons l'aborder maintenant sur votre question d'actualité, quelles sont les causes de cette guerre de l'Est? Vous vous souviendrez qu'elle commence avec le génocide rwandais, donc avec les déséquilibres régionaux provoqués dans les troubles politiques au Rwanda comme au Burundi. Nous sommes en 1994 ou 1994. Et en 1994, qui est là? C'est la France. OK? Et aujourd'hui, la France a un sentiment de culpabilité vis-à-vis de Rwanda parce que l'on considère que la France a laissé faire les génocides et qu'on se sent gêné de pouvoir s'attaquer à Kagame aujourd'hui. Quand vous êtes en Europe et que vous parlez de génocide, on vous parle de génocide Tutsi. Alors que nous, aujourd'hui, le Congo, nous avons atteint plus de morts que l'ensemble du pays Rwanda. Parce que quand vous prenez la population rwandaise, elle n'est pas au-delà de 6 millions d'habitants. Alors que la mort à l'est du pays, ça fait déjà plus de 6 millions d'habitants. Donc quand mon condamnateur vient vous dire que Macron a dit, non, Macron n'a pas à venir à nous dire assurez votre souveraineté. Macron a à venir nous aider, comme on aide l'Ukraine, à nous donner les armes, à nous accompagner, comme on accompagne l'Ukraine, parce que le Congo, comme l'Ukraine, ce sont des guerres d'agression d'un voisin belliqueux, d'un voisin, en tout cas, comme Poutine, comme Kagame, sont des États qui sont des États voyous. Alors, donc, on ne vienne pas nous dire ici que Macron a dit. Macron n'a qu'à nous aider à nous donner des armes. Et c'est une obligation. Pourquoi une obligation, madame? Parce que quand on attaque le Congo, dans le concert des nations civilisées, nous sommes un corps. Quand vous attaquez le Congo, ça déséquilibre le monde. Et aujourd'hui, avec la guerre de l'Ukraine, on est en train de redéfinir le nouvel ordre mondial. Nous, les Congolais, nous devons nous interroger dans cette redéfinition du nouvel ordre mondial, quelle est notre place? Quand vous attaquez le Congo, il y a quoi? Il y a l'immigration. Les gens vont fuir pour aller, pour aller chercher là où il y a la paix. Se réfugier ailleurs. Se réfugier ailleurs. Et cela, ça va entraîner quoi? L'immigration. Le flux migratoire. Et le flux migratoire entraîne quoi? Vous savez que l'Europe aujourd'hui, si vous avez l'extrême droite qui monte, c'est parce que l'on est contre l'immigration. Mais si nous sommes à l'aise chez nous, qu'est-ce que nous irons chercher en Europe? Tout le monde, vous avez des gens qui meurent dans la Méditerranée parce qu'ils sont à la recherche du pain. C'est ce qu'on appelle les demandeurs d'asile économique. Donc, mon condamnateur ne vienne pas ici vous dire facilement, nous sommes en train de parler de questions qui touchent à la vie d'une nation. Et nous ne pouvons pas réduire la vie d'une nation à un individu par rapport à une loi. Ben, je ne sais pas si la loi Tchani viserait quelqu'un, je ne pense pas. C'est une loi impersonnelle. Et quand on vous donne les exemples de Sarkozy, d'Obama, mais il faut avoir été dans des pays occidentaux pour comprendre que nous ne sommes pas dans un même tissu culturel. Un enfant qui naît aux États-Unis, on lui apprend l'amour du pays de le bas âge. Et aux États-Unis, on a déjà des lois qui sont trop structurées. Mais pareil qu'en France. Donc, un enfant qui naît en France, qui naît aux États-Unis, son cœur bat d'abord américain, son cœur bat français. Mais parce que les structures sont déjà établies. Mais chez nous, ce n'est pas encore le cas. Nos cœurs battent quoi? Le cœur des enfants congolais. Le cœur des enfants congolais. Oui. Qui sont nés ici. Oui, parce que vous avez des Américains, un enfant qui naît, son cœur bat américain, il est congolais alors. Oui, nos enfants, ils ont pris conscience de nos enfants. Il y a mon fils qui me demande, quand il y a eu Charlie Hebdo, il dit, mais papa, on nous a demandé de nous mettre debout. Alors je me pose la question, au Congo, à l'est du pays, il y a beaucoup de morts, pourquoi on ne demande pas à la classe de se mettre debout? Voyez-vous, ils ont pris conscience. Mais alors, eux, leur pays, France, tout ça, l'Occident, accepte les binationaux.
Mais ce qui est plus important, vous avez déjà des structures, vous avez la CIA, vous avez la sécurité. Donc le président n'est pas isolé pour pouvoir se permettre n'importe quoi. Mon co-débatteur vous parlait de loi d'abord. Mais quand vous laissez un dirigeant qui n'est pas congolais, quelle loi il fait? Vous prenez les messieurs qui était à côté de Mobutu, qui a fait la loi sur la nationalité. Il a accordé une nationalité de masse aux Rwandais. Parce qu'il était à la tête du pays, il a initié une loi dans l'intérêt du Rwanda. Donc aujourd'hui, chez nous, nous n'en sommes pas encore là. Il nous faut un dirigeant fort, national. Et comme nous avons la chance d'avoir Tshisekedi, qui nous permet de sortir de la longue parenthèse où on avait des présidents à la nationalité douteuse. Il vous parle de la Deuxième République. Ok, la Deuxième République, c'était la dictature, Mobutu a fait sa vie. Mais après cela, nous sommes entrés dans quoi? Nous sommes entrés dans un débat inutile où on s'interrogeait sur la nationalité de M. Joseph Kabila. Et aujourd'hui, je crois qu'avec Tshisekedi, on a mis fin à ce débat-là. Et donc, avec la loi Tchani, avec Tshisekedi, qui ne pose pas de difficultés par rapport à son nationalisme, nous devons maintenant rester dans cette lignée-là et sortir totalement de la parenthèse où alors, on revient à mon sujet par rapport, sans pour autant vous trancher la langue. Alors, nous étions par rapport à la situation de l'Est. Vous êtes d'avis que cette question a été mal gérée par le gouvernement parce qu'aujourd'hui, on voit une initiative parlementaire pour non, entendre mais écoutez, le madame, et à un moment donné, finalement, je crois que notre ami, mon co-débatteur, dit qu'on ne doit pas applaudir. Et je crains qu'on puisse me faire passer pour quelqu'un qui applaudit. Moi, j'observe le pays d'un œil extérieur. Comme vous le savez, je n'évolue pas ici. Alors, parfois, quand on est sur place, on ne se rend pas compte de certaines réalités. Quand on est à l'extérieur, on regarde le pays avec un œil extérieur, on comprend quoi? On comprend que dans ce pays, aujourd'hui, par rapport à la guerre de l'Est, pour qu'on gagne la guerre, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce que nous devons faire pour gagner la guerre? Et aujourd'hui, il faut d'abord qu'il y ait un leadership. Tout le monde sait que hier, il y avait le Rwanda. Le Rwanda n'a pas continué à nous agresser aujourd'hui. Mais personne n'avait le courage de dire que le Rwanda nous agresse. Même la communauté internationale ne désignait pas le Rwanda comme notre agresseur. Il a fallu que Tshisekedi arrive et qu'il désigne avec courage Kagame comme notre agresseur, donc le Rwanda. Ça, c'est la première chose. Nous avons un leader. Il nous faut une cohésion nationale autour de ces leaders pour l'accompagner. Parce que face à l'agression, nos divergences doivent se taire et on doit avoir ce qu'on appelle l'union nationale, une cohésion nationale comme en Ukraine. Ça, c'est un. Nous avons maintenant un leader. Deux, nous avons notre peuple qui est attaché à l'unité et qui est contre la balkanisation. Et enfin, trois, quant à votre question, il ne faut pas nous laisser distraire par des analyses extérieures qui tendent à nous dominer. Ces analyses, souvent, vous avez les Rwandais qui, eux, investissent beaucoup d'argent dans l'opinion pour créer des analyses de think tank pour faire croire leur idéologie de guerre contre nous. Alors, donc, avec ces analyses-là, on va venir vous dire que nous n'avons pas su assurer notre souveraineté et on va venir vous dire que le gouvernement n'a pas bien géré. Non, ce n'est pas ça la question. Aujourd'hui, la guerre ne commence pas d'aujourd'hui. C'est une guerre qui commence depuis des décennies. Oui, mais et dans ces décennies-là, le gouvernement actuel, la façon dont on est en train mais de le gouvernement actuel oui. gère bien. Ça veut dire quoi, gérer bien? Ce n'est pas question d'entrer dans les détails. Le gouvernement actuel a fait entendre ce qu'on n'a jamais entendu. C'est-à-dire? Ça veut dire que le gouvernement aujourd'hui a pu désigner du doigt la cause de la guerre qui est le Rwanda. Et ça suffit? Non, ça ne suffit pas maintenant qu'on a pris conscience que nous sommes face à un agresseur qui est identifié. Il nous faut quoi? Il nous faut maintenant que la communauté internationale puisse, c'est ça la réponse de la communauté internationale. Face à des voyous, qu'est-ce que la communauté internationale fait? Prend des sanctions. Mais nous constatons qu'au lieu que la communauté internationale prenne des sanctions contre le Rwanda, au contraire, la communauté internationale arme le Rwanda, les soutient. Elle nous appelle à nous prendre en charge, à prendre mais alors, il faut appeler... Je reviens à vous. Non, madame, j'en ai fini d'une seconde. Ouais. Si on nous appelle à nous prendre en charge, nous ne devons pas être comme des petits enfants qui acclament cela. Nous devons nous révolter par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas demander aujourd'hui à l'Ukraine de se prendre en charge. Donc, voyez-vous, pourquoi moi j'ai dit,
J'appelle à mes confrères avocats qui sont à l'extérieur et consorts. Nous avons beaucoup de moyens de combattre le Rwanda aujourd'hui parce qu'il y a un bloc de loi qui empêche qu'il y ait vente des minéraux congolais de manière illégale. Nous devons nous attaquer par des poursuites judiciaires à ce qu'on appelle les entreprises internationales. Vous avez le Rwanda qui a attaqué la banque française, BNP Paribas. Les Rwandais ont attaqué BNP Paribas pour dire que cette banque avait soutenu la guerre au Rwanda. Donc nous devons aussi nous attaquer devant la justice contre ces entreprises et nous devons nous lever tous comme un seul homme, chacun dans son domaine, pour pouvoir combattre l'agresseur. Et non pas commencer avec des analyses un peu, avec les mots qu'on nous a mis dans la bouche par Macron, et nous devenons tous les petits Macron pour commencer à dire prenez-vous en charge. Non, nous nous prenons déjà en charge parce qu'on nous aura déjà balkanisé. Mouzé aussi avait dit ça, non? Prenez-vous en charge. Non, Mouzé a dit prenez-vous en charge pour combattre l'ennemi. Ici, on vous dit ne nous appelez pas en aide. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Merci. Alors, à Terre-Couille, la responsabilité, la gestion, hein, comment est-ce que le gouvernement gère ces situations de l'Est? Parce qu'il y a une question adressée au Premier ministre. Quelle analyse vous faites de cela? Non, ce qu'il faut dire au départ est que si nous-mêmes, nous ne nous prenons pas en charge, personne ne viendra se faire tuer ici pour le bien-être des Congolais. Non. Mais Soskar ne veut pas de ça. Mais il ne veut pas qu'on parle. Les résultats sont là. Ça, Macron nous l'a dit. La première responsabilité incombe aux Congolais. Tout récemment, les gens du Conseil de sécurité sont passés. Ils n'étaient pas si chauds ici à Kinshasa, mais écoutez ce qu'ils ont dit pendant leur point de presse à Goma. La première responsabilité, c'est à vous, Congolais. Mais ils nous mettent des les Kenyans ne viendront pas se battre hein. pour nous. Ils nous mettent des bâtons sous les roues. Pourquoi seulement en armant le Rwanda, comme a dit. Pourquoi nous devons tout le temps nous plaindre? Non, monsieur, on ne se plaint pas. Si, on se plaint pas. Je pense que... Est-ce que l'Ukraine se plaint? Vous avez assez Vous avez cité l'Ukraine, moi je veux citer l'Angola, avec l'UNITA et la rébellion ici. Est-ce qu'ils ont appelé la communauté internationale pour mettre un terme à la rébellion? Sassou Nguesso ici, avec les ninjas. A-t-il appelé les Nations Unies pour mettre un terme? Peut-être en secret. Hein. Kagame avec les FDLR qui sont aujourd'hui chez nous. Museveni avec les ADF et LRA qui sont aujourd'hui chez nous. Personne de tous ces gens-là n'ont appelé la communauté internationale. Venez, ça ne va pas. Il faut le sérieux. Le sérieux, c'est chez nous. Le jour où nous devenons sérieux, on mettra un terme à la guerre. Il y a un sérieux problème. Le Rwanda, c'est en moyenne, on parle de 30 000 hommes. Je dirais même 50 000 hommes. Mais en face, chez nous, c'est 180 000 hommes. Mais comment on ne peut pas contenir une rébellion de moins de 50 000 hommes? Qu'adviendra-t-il le jour où 4 pays nous attaquent sur les 9 frontières que nous avons? C'est sur ça qu'on doit réfléchir. Nous devons avoir une armée capable de faire face à 9 menaces simultanément. Elle s'organise, cette armée. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Tout commence par le sérieux. On disait ici qu'il y a 22 000 hommes dans l'Est là pour traquer les ADF à l'époque. Il n'y avait pas encore le M23. Mais quand le président de la République est arrivé, il a remarqué qu'il y avait combien? Moitié moins. C'est le manque de sérieux. Et pourtant, on a dépensé autant d'argent sur base de ces éléments. Détournés. C'est devenu un fonds de commerce aussi bien pour les officiers de nos services de défense et de sécurité que pour les acteurs politiques qui dealent avec les étrangers. La faute, c'est à nous, Congolais. Nous avons un sérieux problème de conscience et de patriotisme. C'est inconcevable que ces gens-là ne dérangent pas l'Ouganda, ADF et les LRA ne dérangent jamais l'Ouganda. C'est chez nous qu'ils tuent, qu'ils pillent. Mais comment se fait-il que notre armée soit incapable de mettre un terme à ces groupes armés étrangers? Je parlerai d'étrangers parce que les locaux sont nés du fait des groupes étrangers qui tuaient les populations et eux aussi, bien qu'ils se sont aussi lancés dans le commerce. Il y a un problème d'organisation. Joseph Kabila, quand il partait, avait dit qu'il n'a pas réussi à transformer ou à changer le Zaïrois. C'est ça le vrai chantier, le premier chantier. Aussi longtemps qu'on ne va pas arriver
à reformater l'homme congolais, on fera même un siècle dans cette situation. Je disais ici autrefois, Haïti, c'est plus de 100 ans d'indépendance. Mais c'est l'un des pays le plus désorganisé du monde. Mais ils sont indépendants depuis plus d'un siècle. On dira, je crois, 2 siècles. Nous, on pense qu'à force d'ajouter une année de plus, si on ne s'organise pas, on devient... Non, nous devons nous organiser à l'interne pour qu'on ne soit pas comme Haïti. S'agissant de cette rébellion... Avec l'initiative, on veut entendre le gouvernement, semble-t-il. Oui, le gouvernement doit... Germar la situation. D'ailleurs, ce n'est pas pour dire que le gouvernement tombe, non. C'est un exercice républicain. Le gouvernement doit rendre compte. On avait décrété l'état de siège, ça fait dans une partie de la région. Quel est le résultat? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça permet... il ne faut pas toujours réfléchir en opposant pour dire non, on veut renverser, non. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que le dénominateur commun, c'est la paix qui est la condition sine qua non pour commencer à bâtir ce pays. Même si Fayoulou ou Katumbi héritaient ce pays dans cet état, il ne va rien faire. Ils doivent, eux les opposants, travailler ou faire en sorte que la guerre s'arrête, qu'on mette fin à cette situation de guerre. Ça sera à leur avantage de trouver un pays, d'hériter un pays en paix pour lancer le projet de développement. Vous ne pouvez pas aujourd'hui manigancer pour que cette situation demeure comme ça. Parce que même si vous voulez hériter, ça ne vous permettra pas d'appliquer votre projet de société. Raison pour laquelle j'en appelle à la conscience de tout un chacun, mais surtout aux gouvernants, de faire en sorte que le Congolais soit transformé, le Congolais soit reformaté, que nous ayons cet amour patriotique, cet amour effréné pour notre pays. Parce que aujourd'hui, tout le monde est devenu commerçant. Dans tout ce que l'on veut poser comme acte, quel est le pourcentage que j'aurai, quelle est ma commission? Sans cela, ça ne va pas. Vous voyez même dans la rue, nous quand on grandissait, vous voyez quelqu'un, le véhicule tombe en panne, il vous appelle, pour le pousser, vous ne demandez rien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même le tout petit, une petite aide, il vous exige au Copé Sabissoni. Malheureusement, ce sens, ce goût effréné, cette quête effrénée de l'argent, du gain individuel, ne va pas aider ce pays à avancer. Le Premier ministre, si on lui a posé des questions, ça vaut la peine qu'il apporte des réponses. Et puis, ce n'est pas un débat qu'on va exposer à la rue. Si ça touche à la sensibilité, à la sécurité, ça se fait à huis clos. Il répond et on voit comment réaménager. Parce que nous voulons la paix. Ça portera vraiment, ou bien le Premier ministre va se sentir vraiment coincé parce qu'on sait qu'il y a des intérêts des familles politiques qui priment aussi. On doit mettre ces intérêts-là de côté. C'est depuis 25 ans qu'on est dans cette situation. Depuis 25 ans. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Oui, vous pouvez vous taper une villa à la Gombe, mais sur quelle route vous allez rouler? Vous ne rentrez même pas chez vous au village pour les congés. Vous allez toujours en France. Je félicite l'abbé Kanda qui a dit vous avez bâti à Kinshasa, restez là, ne venez pas vous enrôler ici chez nous. Parce que c'est ça. Tous ces gens qui sont devenus commerçants en tout et pour tout ne vont pas poser des actes chez eux au village. Bien que la première responsabilité, c'est à l'État de bâtir les routes, mais l'État ne peut pas bâtir les routes si en son sein, il y a des gens qui ont des deals avec des étrangers pour piller nos ressources. Malheureusement, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'il y a, mais il faut faire en sorte que cette situation change. Moi, j'ai toujours cru au changement, j'ai toujours cru qu'il faut accompagner ceux qui ont la volonté, mais à eux aussi de taper du poing sur la table, de sanctionner ceux qui sont réellement fautifs. Nous avons des services d'intelligence. Ça fait des dizaines d'années qu'on dit, nous sommes infiltrés. C'est la même chanson. Que fait l'ANR? Que fait la DEMIAP? Si on doit rester tous les jours à crier, l'armée est infiltrée. Avez-vous déjà entendu qu'on a arrêté 10 officiers qui sont allés en justice parce que pour raison d'infiltration, ils vendent les informations à l'ennemi? Pas assez. Mais à qui la responsabilité? Merci. J'en appelle à la prise de conscience de tout un chacun. C'est une question qui devrait plus nous unir que nous diviser. Cette question, ça touche à l'âme de la République. Qu'est-ce qui va rester si tout le monde devient commerçant? Malheureusement. Alors, Oscar Moubiaï, il y a le contingent angolais
Les députés angolais doivent décider ce vendredi. Ils décident d'ailleurs sur l'envoi des troupes angolaises à l'Est pour l'envoi de contingents, mais sécuriser les zones de cantonnement du M23. Ça sera pas ils n'ont pas une mission offensive. Alors beaucoup s'interrogent sur le pourquoi de leur arrivée, mais finalement on est en train de faire de FARDC comme une force toujours associée, une force qui doit toujours avoir d'autres à côté pour... Voilà, nous devons, par rapport à cette question, très rapidement dire que c'est une très bonne chose que l'armée angolaise arrive chez nous. C'est comme nous en appelons à toutes les armées du monde de s'unir au Congo pour bouter l'ennemi dehors. Mais les résultats pour ceux Pour qui sont cela, déjà là... dire cela, appeler à ce qu'on vienne nous aider n'est pas une faiblesse, ce n'est pas pleurnicher. J'en reviens à l'exemple ukrainien. Toutes les nations de bonne civilisation sont en Ukraine pour aider l'Ukraine. Autant qu'on aide l'Ukraine, autant qu'on doit nous aider. Et donc, ce n'est pas être pleurnichard. Il faudra sortir. Je veux bien, je comprends, je partage avec mon condamnateur dans son discours tout ce qu'il dit, mais sauf que nous devons arrêter à être comme à l'église pour prêcher. La bonne conscience, tout ça, c'est une très bonne chose. Mais que devons-nous faire aujourd'hui? Donc, que devons-nous faire? Je vous réponds en disant que, quand il y a la guerre, cette guerre est d'abord une réponse diplomatique. Au plan diplomatique, nous avons une solution. Nous avons le président de la République qui, lui, a en charge la diplomatie et mène bien sa diplomatie. Et aujourd'hui, on a identifié l'ennemi. 2, il nous faut une armée. Quand mon co-débatteur parle de l'Angola avec la rébellion angolaise, tout ça, il ne situe pas. Quand on fait une analyse par rapport à la guerre, on doit faire une analyse géopolitique et stratégique. La période dont il parle, c'est pendant la période de la guerre froide. À partir de là, on ne pourra pas aujourd'hui, on savait très bien que l'UNITA était soutenue par le bloc occidental et que le MPLA était soutenu par le bloc soviétique. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit qu'on est en train d'inscrire un nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, on n'y a plus de blocs depuis la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, c'est les blocs des pays civilisés qui doivent lutter pour que les pays voyous ne puissent pas venir faire leurs lois dans d'autres pays voisins, comme l'Union soviétique, enfin disons la Russie, ne doit pas venir faire sa loi en Ukraine pour imposer la dictature, pareil que le Rwanda ne va pas faire ça chez nous. Ça, c'est ce que nous devons retenir pour que nous puissions marteler les discours diplomatiques et non pas venir utiliser les mots de nos colonisateurs qui viennent vous dire « prenez-vous en charge », ainsi de suite. Par rapport à l'armée, oui, nous n'avons pas, comme notre ami dit, notre armée, nous devons saluer nos militaires. Seulement, nous avons eu à avoir une armée qui a été désorganisée. Par qui? Par M. Kabila, qu'il cite. M. Kabila que tu cites, cher ami, désolé de vous tutoyer, que vous citez. Mais M. Kabila dit n'avoir pas réussi à transformer les Congolais. Mais il a réussi à se transformer lui-même. Et lui-même, comment il s'est transformé? Il a transformé sa poche. Quand M. Kabila est arrivé dans ce pays, il avait ce qu'il a aujourd'hui? Non. Il a amélioré sa vie, il s'est transformé lui-même. Et quand vous dites transformer les Congolais, ça c'est un discours angélique. Vous voulez transformer les Congolais qui deviennent quoi? Chrétiens, musulmans, bons, mauvais, ce n'est pas ça la question. En tant que président de la République, il devait, c'est l'AFDEL qui nous amène. Donc aujourd'hui, pour que nous puissions avancer, ce que vous appelez des opposants, tous ils étaient dans les RCD, sont des agresseurs devenus opposants aujourd'hui. Opposants à quoi? Parce que par rapport à la guerre, vous allez faire des marches, mais c'est vous qui nous avez amené la guerre. Citez-moi un opposant aujourd'hui actuel que vous citez qui n'a pas été avec Kabila, qui n'est pas venu, qui n'a pas été en RCD Goma, mais sont des belligérants. Ce que vous appelez opposants.
Donc aujourd'hui, pour que nous puissions sortir de là... Vous voulez dire quoi par là, voilà. Mais par là, je suis clair, non, madame. Moi, je suis ici un analyste. Et donc, je ne viens pas vous donner des leçons morales. Je viens vous donner ma contribution pour sortir de la guerre. Je dis pour sortir de la guerre, il nous faut un grand leadership, nous l'avons. Et au plan diplomatique, il a démontré le chemin. Aujourd'hui, c'est une bataille de gagner. Tout le monde a compris. Et même ceux que vous appelez des opposants qu'il cite, n'avaient pas le courage de désigner Kagame comme notre agresseur. Donc, au plan diplomatique, nous avons une réponse. 2, il nous faut que toute la nation, que l'on soit comme un seul homme derrière le chef de l'État, pendant cette période de guerre, c'est ce qu'on appelle la cohésion nationale. Face à un ennemi, on s'unit et on discutera nos problèmes internes après. Merci. Et 3, il nous faut une armée. Cette armée, c'est possible. Nous avons, sous la deuxième république sous Mobutu, on avait eu la meilleure armée de l'Afrique. Et certains des ex-phases, qu'on a appelés ex-phases, que les Kadoko ont chassés, sont encore là. Ce sont des brevetés des académies militaires. Même s'ils sont déjà en retraite, on peut les appeler pour former nos militaires et les encadrer. Donc, il faut faire appel aux anciens pour encadrer notre armée aujourd'hui et ne pas la laisser entre les mains de ceux qui n'ont pas peut-être... Merci, M. Voilà Moudia. On en arrive déjà à la fin. Il n'y a plus lieu d'introduire des sous-questions. Je donne plutôt la parole à Walter Kouy par rapport à l'arrivée de troupes angolaises, la crainte pour certains est qu'on se retrouve finalement à l'Est avec beaucoup des troupes étrangères et pour se retirer, ça deviendra un problème. Je continue à dire que cette question, c'est aux seuls les Congolais qui seront capables de la résoudre. Dans l'ONU ou la MONUSCO, il y a toutes les nations. Il y a toutes les nations déjà dans la MONUSCO. Pourquoi encore ajouter des organisations sous-régionales ainsi de suite? Moi, j'étais par contre pour des relations ou des coopérations bilatérales en matière militaire avec l'Angola. Je l'avais déjà proposé ici, telles que la France, les USA en ont dans le cadre de l'OTAN. Nous aussi avec l'Angola, avec tous les autres pays qui sont moins belliqueux avec nous, on peut créer ces alliances militaires-là. Dans ce cadre-là, je suis sûr qu'ils pourront être à mesure de faire la guerre aux côtés des FRDC contre nos agresseurs. Mais s'agissant de la situation de l'Ukraine qu'il cite, mais les Occidentaux, ils sont clairs, ils sont formels. Ils vont donner les armes à l'Ukraine parce qu'ils font la guerre à la Russie. C'est ça la réalité. C'est différent de notre guerre. Pas plus longtemps qu'au mois de décembre, l'Union européenne a financé un projet au Rwanda, un grand projet. La France est en coopération avec le Rwanda. Il vient de financer ce mois même de février. C'est pour ça que nous devons dire non à cela. C'est pour ça que nous devons dire... C'est à eux. Savez-vous que nous sommes le premier pays... Savez-vous, juste une seconde. Savez-vous que nous sommes le premier pays francophone en nombre? Et si la France continue de cette manière-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons menacer de sortir de la Il ne suffit pas, vous avez parlé de la géopolitique, il ne suffit pas de les déclarer. Parce que le Rwanda, s'il est notre ennemi, il n'est pas ennemi de la France. Vous avez parlé de la géopolitique. Votre ennemi ne peut pas être l'ami de... peut être mon ami. Votre ennemi plutôt peut être mon ami. Les pays n'ont pas d'amis, vous le savez. C'est question d'intérêt. S'il vous plaît, M. Ska. Non, parce que... Non, mais c'est lui qui a la parole. C'est ça. Donc, c'est pas parce que nous avons un problème avec le Rwanda que les autres pays doivent aussi avoir le problème avec le Rwanda, qu'ils doivent arrêter leur coopération avec le Rwanda. Non, cher ami, Bush a dit clairement, au lieu de citer des Kabila et d'autres que vous citez, Bush a dit ceci, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Non, en matière de guerre, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Donc la France doit regarder ses intérêts. S'il vous plaît, madame. Vous rejoignez ma position pour dire que c'est à nous de nous faire valoir. Si les Français disent qu'ils continuent à soutenir l'Ukraine, ils continuent à financer le Rwanda, c'est leur choix. Maintenant, c'est à nous de nous décider. S'agissant des opposants. Nous sommes déjà décidés. S'agissant des opposants. Excepté le RCD, toutes les autres rébellions sont aujourd'hui à l'Union sacrée. Je suis parmi ceux qui ont souvent été contre des alliances contre
les alliances contre les alliances opportunistes. Aujourd'hui, à l'Union Sacrée, vous avez le MLC qui a fait la rébellion, vous avez le RCD-KML qui a fait la rébellion, vous avez un autre mouvement militaire là, des Jules Mouteboussi. Ils sont là. Parler des opposants. Mais ils sont opposants. Bemba n'était pas opposant. Voilà, kiosque est fini. Bemba n'était pas opposant. Merci. Mais, monsieur, donc, les gens qui se disent opposants sont des anciens des rébellions. Ces gens-là, donc, ne sont pas opposants. Et nous faut un renouvellement de la classe politique. C'est pourquoi je vous cite, des Walter, exemples des opposants de la rébellion qui sont Walter, dans nous sommes arrivés à la fin. Et ceux qui Merci sont dans Walter. l'opposition. Je les cite aussi. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'un côté les saints et de l'autre côté les anges. Non. Walter, Il nous faut un renouvellement de la classe politique. L'émission est finie. Malheureusement. L'émission est finie. Vous allez revenir la semaine prochaine. Doudou Montiri, vous allez revenir. Ils vont revenir la semaine prochaine, toujours le 2, hein, le vendredi prochain ou bien. Malheureusement, le vendredi prochain, je ne suis pas au pays. Avant vendredi. Avant Non, vendredi. je serai plus 2 semaines après. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous deux, Walter et Oscar Moubiaï. Merci à Doudou Montiri, Monsieur Mongafoula. Merci à l'équipe technique, Karine et Bébé et les autres. Bon début de week-end à vous, fidèles téléspectateurs. Le rendez-vous est pris pour lundi à la même heure avec le même plaisir.